Merci d'être avec nous ce soir. Nous sommes très heureux de vous retrouver, d'autant que les journées sont très chargées à Blois et que nous sommes tous, j'imagine, assez fatigués. Alors cette présentation va durer une quarantaine de minutes, une heure. Elle a pour particularité de ne pas être animée par un modérateur, donc ce qui à la fois simplifie ou complique les choses, je ne sais pas. Et donc nous avons recruté un des principaux auteurs de l'ouvrage, François-Xavier Fauvel, qui a participé à cette entreprise depuis le début et qui pourra vous apporter un petit peu son point de vue. Et donc on compte sur vous pour nous interrompre, formuler des propositions tout au long de cette assez courte présentation en fait. Alors, d'abord peut-être quelques mots pour vous présenter ce projet. D'abord, évidemment, le premier constat lorsqu'on tombe sur cette couverture, c'est de se dire, mais est-ce bien nécessaire une nouvelle histoire du monde au XIXe siècle ? Il y en a déjà, évidemment, plusieurs essais d'histoire du monde au XIXe siècle qui sont extrêmement intéressants à divers points de vue. Nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de partir de l'histoire du monde au XIXe siècle telle qu'elle est appréhendée traditionnellement dans l'historiographie, c'est-à-dire, bon, c'est ce qu'on a appris à l'école, au collège, au lycée, parfois même à l'université, c'est-à-dire le XIXe siècle comme le grand moment de la modernité, l'avènement de notre modernité, cette matrice qui fait que c'est un moment qui nous fascine, qui nous intéresse, qui, au fond, nous rappelle aujourd'hui à divers titres. Et ce 19e, il a été souvent étudié comme le siècle de l'urbanisation, par exemple, de l'industrialisation, donc de la diffusion du modèle urbain partout dans le monde, de la colonisation, de la christianisation du monde, et tout ça sous la houlette de l'Europe et accessoirement, disons par extension progressive, de l'Occident. Alors, ça, c'est notre point de départ. Et ce qu'on s'est demandé avec Sylvain Venère et avec cette centaine d'auteurs français et étrangers qu'on a constitué maintenant il y a 7 ans, c'est, est-ce que ce grand récit de la mondialisation, de l'européanisation du monde ou de son occidentalisation, est-ce que ce grand récit ne pouvait pas être revisité, légèrement nuancé parfois, en changeant d'échelle, c'est-à-dire en abandonnant cet étalon obsessionnel, ce point de référence ultime qui est le nôtre jusqu'au XXe siècle, c'est-à-dire l'Europe, et en adoptant cette échelle du monde. Alors, ça a produit des effets assez rapidement, assez immédiatement, notamment dans la première partie de cet ouvrage, qui, en fait, tente de revisiter, c'est le terme que j'ai utilisé tout à l'heure, les grands thèmes de l'historiographie du XIXe siècle, c'est-à-dire cette question du rôle de l'industrie et de la révolution industrielle, par exemple, qui était centrale, et qui est retravaillée depuis maintenant des dizaines d'années par les chercheurs. Alors là, c'est François Jarige qui s'y colle, et qui nous montre bien que le concept même de révolution industrielle n'a plus vraiment cours chez les spécialistes. Ils adoptent un point de vue plus gradualiste, c'est-à-dire qu'il y aurait au cours depuis le XVIIIe siècle jusqu'à la fin du XIXe siècle tout un tas d'évolutions plus ou moins lentes ou rapides aux 4 coins du monde, et que par exemple le prototype de l'industrie telle qu'on la connaît aujourd'hui, en fait n'a pas été inventé comme on le pense, formalisé en Angleterre, dans le nord des Pays-Bas ou en France par exemple, mais plutôt dans les plantations sucrières d'Amérique latine, des Antilles ou de l'océan Indien, où on met en place, on innove, on invente de nouvelles formes de production. Bon, c'est un exemple, si vous voulez, de la façon dont ce changement d'échelle peut renouveler notre regard. Alors, ça n'est pas révolutionnaire pour les historiens aujourd'hui. En revanche, c'est vrai que dans l'histoire telle qu'elle est vulgarisée, ou même diffusée dans les manuels, ou même enseignée à l'université, nous ne procédons pas toujours comme ça. Alors on a comme ça essayé d'envisager les différents thèmes, les grands thèmes de ce 19e. Moi je me suis par exemple intéressé à la colonisation, puisque évidemment ce 19e siècle c'est le grand moment de l'expansion coloniale européenne. Bon, c'est une évidence. Et à ce moment-là se mettent en place des grands empires planétaires qui ont une spécificité qu'il ne faut pas du tout ni nier ni relativiser, c'est-à-dire ce sont les empires français, britanniques notamment, pas seulement,
qui vont jouer un rôle déterminant dans la mondialisation au XIXe siècle. Mais on a un peu oublié, à travers cette histoire de l'expansion européenne, qu'il existait d'autres formes d'expansionnisme, des expansionnismes extra-européens ou extra-occidentaux. Et cette histoire du monde au XIXe a été l'occasion non pas de redécouvrir, parce que nous nous appuyons sur des travaux récents qui sont menés depuis les années 90 aux États-Unis, en Chine et ailleurs, et qui montrent qu'en fait, par exemple, les Qing, la dynastie qui est au pouvoir en Chine depuis le milieu du XVIIe siècle, eh bien, s'étend, colonise au nord la Mongolie, à l'ouest, le Xinjiang, au sud Taïwan, évidemment le Tibet. Au XVIIIe siècle, cette expansion se poursuit au XIXe siècle. Les Chinois mettent en place un système de gouvernement indirect en s'appuyant sur les élites locales. C'est-à-dire que ce que nous considérons comme extrêmement moderne dans l'Empire colonial français et l'Empire colonial britannique à la fin du 19e, autour du moment 1900, eh bien, tout ça existe sous d'autres formes naturellement en Chine. Idem pour la colonisation vietnamienne au Cambodge, qui est très peu connue par les non-spécialistes du Cambodge et qui a été un moment très particulier entre 1800 et 1848 d'assimilation, plutôt de tentative d'assimilation. Ce que les spécialistes, c'est David Chandler qui a beaucoup travaillé là-dessus, parle de vietnamisation du Cambodge. C'est-à-dire une politique d'assimilation qui ferait pâlir n'importe quel républicain autour de Jules Ferry dans les années 1880, c'est-à-dire presque un siècle plus tard ou un demi-siècle plus tard, avec la volonté des Vietnamiens de transformer tous les Cambodgiens en bons Vietnamiens, qui maîtriseraient les caractères chinois, qui parleraient vietnamien, qui s'habilleraient à la vietnamienne, qui adopteraient le bouddhisme vietnamien, etc. etc. Comme le modèle républicain français, eh bien, le modèle de la vietnamisation a finalement échoué au Cambodge, mais c'est quand même très intéressant de constater que les Vietnamiens ont précédé la colonisation française au Cambodge. Voilà. Donc on pourrait, comme cela, peut-être envisager différents thèmes. Sylvain a travaillé sur les transports et l'unification du monde. Peut-être que tu peux rebondir là-dessus. Oui, bonsoir. Il faut une petite précaution oratoire avant. Ça fait donc 8 ans qu'on travaille sur ce livre. Je pense qu'aucun d'entre nous ne peut prétendre être devenu un spécialiste du monde. Que l'histoire du monde, ça doit être, et ça restera tout le temps, une sorte d'horizon inatteignable. C'est une échelle d'analyse. C'est un détour qu'on s'autorise pour ensuite reprendre nos propres objets. Mais même après avoir produit ce livre, qui ne concerne que le 19e siècle, moi, je n'ai pas du tout le sentiment de connaître le monde. Donc, il faut dire ça. Et qu'ici, on pourrait imaginer que Pierre Singar-Avelou représente l'Asie, François-Xavier Fauvel l'Afrique et moi l'Europe, mais même ça, ce serait faux. Donc, c'est une sorte d'effort, en quelque sorte. Alors, c'est un livre au second degré, c'est-à-dire que, comme l'a dit Pierre déjà en citant d'autres historiens, c'est un livre d'histoire qui fait fond sur en réalité d'autres livres d'histoire. Un effort qu'on a fait pour aller lire des historiographies qu'on ne lit pas d'habitude, pour s'intéresser à des espaces auxquels on ne s'intéresse pas d'habitude, et pour le mettre en relation avec ce sur quoi on travaille d'habitude, qui sont nos sources, celles sur lesquelles Pierre travaille sur l'Asie de l'Est, ou François-Xavier sur différentes régions de l'Afrique, ou moi en réalité sur la France. Et en même temps, c'est intéressant, parce que ce déplacement d'échelle, il invite à regarder un petit peu autrement le 19e siècle. Alors si je donne juste un exemple sur la partie dont moi je me suis occupé, qui concerne l'histoire des transports et des communications, on se représente assez rapidement le 19e siècle comme le siècle de la navigation à vapeur, comme le siècle du chemin de fer, et on imagine que ça a eu des transformations gigantesques sur l'ensemble du globe, et on n'a pas tort. On n'a pas tort. Les contemporains le voyaient comme ça, et les gens l'ont vu comme ça par la suite jusqu'à aujourd'hui, et c'est vrai. Mais ces transformations, elles ne sont pas univoques. Elles ne se font pas de la même façon à l'échelle du globe, partout, et elles ont également des effets qui peuvent être considérés comme des effets pervers. Alors si je donne 2 exemples qui sont un peu parlants sur les transports et les communications, le 19e siècle, c'est aussi l'invention du pouce-pouce
en Asie. C'est l'âge d'or du portage dans toute une partie de l'Afrique, c'est-à-dire deux moyens de transport qui utilisent la plus vieille énergie du monde, qui est l'énergie musculaire, l'énergie motrice des hommes. Et c'est aussi cet âge d'or-là, dans certaines régions du monde, le 19e siècle. Et même si on pense aux transformations induites par les chemins de fer ou les bateaux à vapeur ou la télégraphie électrique, par exemple, on s'aperçoit que, de la même façon, ça crée peut-être un réseau à l'échelle du monde, mais ce qui se crée avec ce réseau, ce sont les mailles à l'intérieur du réseau. Que si vous imaginez les bateaux à vapeur qui partent de Marseille, par exemple, ou de Bordeaux, ou du Havre, et qui vont descendre le long des côtes de l'Afrique pour atteindre le golfe de Guinée, c'est quelque chose de tout à fait révolutionnaire. On est d'accord, ça va permettre notamment de faciliter l'exportation de l'huile de palme en Europe au XIXe siècle. Et en même temps, comme cette route devient extrêmement facile, elle va rendre obsolètes les routes qui existaient à l'intérieur de l'Afrique, les grands bateaux qui remontaient le cours du Niger et qui assuraient à cette époque-là un trafic important dans l'ouest de l'Afrique, et créer en quelque sorte ce qui va être ressenti par la suite comme des poches de désert. C'est vrai aussi, l'écart n'est jamais aussi grand qu'à la fin du XIXe siècle entre les concessions, que ce soit celles les compagnies fruitières américaines en Amérique centrale, ou les concessions sur lesquelles Pierre a travaillé en Chine, ou les grands ports de l'armée, de la marine britannique, l'écart entre ces concessions-là et leur arrière-pays, qui d'un seul coup va apparaître comme une sorte de désert hostile, parce qu'on aura ce réseau qui va s'installer sur l'ensemble de la planète. C'est vraiment le moment où le Sahara devient pour les Européens un désert au sens moderne du terme, le moment où on invente l'expression d'enfer vert pour désigner l'Amazonie, qui va apparaître à ce moment-là comme un espace résolument hostile, par opposition avec cette espèce de maillage du monde qui se met en place au XIXe siècle. Il faut avoir conscience un petit peu de tout ça. Aussi, relativiser les rêves du XIXe siècle, puisque le rêve de ce monde unifié par un réseau, cet imaginaire du réseau, c'est ce qui permettrait d'unifier le monde et de le faire accéder à une sorte de fraternité. C'est ce rêve qu'ont les Saint-Simoniens, par exemple, au moment du percement du canal de Suez, qu'on va enfin unir l'Orient et l'Occident. Alors en fait, si on regarde les choses de près, on s'aperçoit que cette nouvelle industrie des transports, elle a aussi beaucoup servi à faire la guerre. Parmi les premières grandes entreprises qui utilisent les bateaux à vapeur, où le chemin de fer, ça va être un tout petit peu plus compliqué, il y a les armées. Alors, merci Sylvain. Quelques mots peut-être pour vous expliquer la façon dont on a travaillé la structure du livre. Parce que le point de départ, encore une fois, c'est ce siècle qui est un peu déroutant, qui est foisonnant, qui est discordant aussi, ce 19e. Et donc l'idée, disons le défi pour nous, était de trouver une forme, donc l'architecture d'un ouvrage, qui puisse rendre compte de cette discordance, de ce foisonnement. Et c'est pourquoi, en fait, nous n'avons pas adopté la forme linéaire classique, celle de ces excellentes histoires du 19e de Jürgen Osterhammel ou Christopher Bailey, qui nous présentent un grand récit continu de cette séquence. C'est pourquoi on a divisé cet ouvrage en 4 grandes parties. Alors la première partie, on vient de vous en parler, c'est les expériences du monde, qui permettent de remettre en grande partie en question l'idée d'une occidentalisation du monde, mais tout en revenant évidemment sur ce rôle central qu'a pu jouer l'Europe dans différents domaines. Dans une deuxième partie, intitulée « Les temps du monde », nous revenons sur des événements clés, alors des événements qui peuvent être l'occasion de revenir aussi sur une histoire de moyenne ou de longue durée, et puis de réintroduire des thématiques qui apparaissent assez peu dans les essais de synthèse ou les manuels. Par exemple, nous traitons dans cette partie sur les temps du monde de, la fondation du parc de Yosemite. C'est Charles-François Matisse, 1864, en pleine guerre de sécession.
les nouvelles préoccupations environnementales prennent la forme de ce parc, ce premier grand parc qui va constituer un modèle ensuite dans les décennies qui suivent, un peu partout dans le monde, ou encore l'éruption du Krakatoa en 1883, traité par Patrick Boucheron, qui est un événement global. Il n'y en a pas tant que ça des événements environnementaux globaux, c'est-à-dire que c'est une éruption en Indonésie, et le nuage de cendres va susciter pendant quelques mois, va induire une baisse de la température mondiale de 0,5 degrés. Elle va même influencer, dit-on, les impressionnistes en raison du rougeoiement du ciel le soir, etc. Bon. Donc ça, c'est les temps du monde qui permettent d'aborder à la fois l'histoire qu'on connaît ou qu'on croit connaître, c'est-à-dire l'histoire des guerres, de la diplomatie, mais aussi cette histoire des femmes, de l'environnement, des animaux. Bon. Et puis, dans une troisième partie... Oui, justement, c'est pour ça. C'était l'idée. Merci, Sylvain. Non, parce qu'on a préparé, nous, l'intervention avec François-Xavier. Parce que voilà. C'est facile d'arriver au dernier moment, comme ça, et puis bon. Ça n'a pas été facile tous les jours de travailler avec Pierre Sangaravellou pendant 8 ans. Voilà. Donc cette troisième partie a été beaucoup inspirée par un texte très important, introductif de François-Xavier Fauvel, Le Magasin du Monde, qui nous permet, en 2 mots, de comparer des cultures, des sociétés très différentes, en trouvant le plus petit dénominateur commun. Dans l'histoire du monde au XVe siècle, Patrick Boucheron avait choisi les livres, l'écriture. Nous, c'était pas possible parce qu'évidemment, il y a tout un tas de sociétés où les traditions orales prévalent, et donc il nous fallait trouver, pour le coup, une unité de valeur commune, et donc ça a été cette culture matérielle dont peut-être François-Xavier peut nous dire quelque chose puisque tu as introduit cette partie. Oui, tout à fait. Alors cette partie s'appelle comment elle s'appelle ? Le Magasin du Monde. Voilà. Et c'est une histoire mondiale par les objets. Enfin, tout n'est pas forcément des objets, mais ce sont des matérialités. Bon, c'est une partie dans laquelle on peut circuler ou naviguer d'un objet à l'autre, et chacun de ces objets vous emmène dans différentes parties du monde, parce que chacun de ces objets sont des objets mondes. De chacun de ces objets, on peut faire une histoire mondiale. Voilà. Et on peut faire une histoire mondiale de la Bible, on peut faire une histoire mondiale du caoutchouc. Je les mentionne pas tous. On peut faire une histoire mondiale du corset, des estampes, du fez, le chapeau, du fusil évidemment, de la montre, etc. Bon. Et ce magasin du monde est en quelque sorte la vitrine derrière laquelle se déroule l'histoire monde du 19e siècle. Alors moi j'ai pris d'abord un très très grand plaisir à écrire l'introduction de cette partie-là, et là cet après-midi on m'a demandé de faire un bonus à cette partie-là en incluant un objet, une matérialité, un matériau qui n'y était pas. Donc je vais me livrer devant vous comme ça, une espèce de demi-improvisation en vous parlant d'un objet monde du 19e siècle qui est le guano. Merci beaucoup Sylvain et Pierre pour cette proposition. L'histoire commence en Namibie et au Pérou. Là, il faut que vous visualisiez la Namibie et le Pérou. La Namibie et le Pérou ont un point commun géographique absolument évident pour quiconque est capable de visualiser où ça se trouve. C'est d'abord dans l'hémisphère sud, et c'est ensuite sur la façade occidentale de leurs continents respectifs. Ce qui fait qu'une chose se passe, c'est qu'il y a un courant froid qui, dans les 2 cas, longe ces deux façades continentales de ces pays-là. Pour la petite histoire, c'est le courant de Humboldt le long du Pérou et le courant de Benguela le long de la Namibie. Qui dit courant froid dit plancton. Qui dit plancton dit poissons pélagiques, donc les sardines, les anchois, les maquereaux, etc. T'as bien travaillé. Hein. Qui dit poisson pélagique dit oiseau. Les goélands, vous savez, cet oiseau qui, tel le poète, enfin bref. Et ça, c'était l'albatros. Et qui dit goéland dit excréments d'oiseaux. Et c'est ça, la chose importante, c'est les excréments d'oiseaux qui peuvent avoir laissé depuis des millénaires des couches de plusieurs mètres d'épaisseur sur des rochers, sur des éperons côtiers ou sur des îles. Bon.
Et au XIXe siècle, on s'intéresse énormément au guano. Les puissances industrielles du Nord viennent le chercher là, sur ces rivages côtiers du Sud, en particulier les États-Unis, en particulier la France, l'Allemagne, ce qui expliquera pourquoi l'Allemagne ira coloniser, ira s'installer et coloniser la Namibie. Et on prélève par centaines de milliers de tonnes cette matière. Et on prélève par centaines de milliers de tonnes cette matière pour la transporter en direction du Nord. Chose intéressante, qui dit plancton dit aussi baleine. Hein, et ce sont les mêmes rivages qui sont parcourus par les baleines. Et ce sont les mêmes rivages qui sont du coup sillonnés par des baleiniers. Les navires, hein, les grands navires baleiniers. Bon. Et là aussi, américains, on a tous en tête évidemment Moby Dick, et donc les grands voiliers d'abord, et puis ensuite les grands navires à vapeur qui vont chercher, qui vont tuer ces baleines pour faire fondre le gras de baleines à bord. Voilà. Donc voilà deux matières qui sont deux matériaux mondiaux que les puissances du Nord vont chercher au Sud. Dont qui ont un destin croisé, qui ont une histoire croisée, qui se croisent au large du Pérou et de la Namibie, dans ce qui est véritablement une histoire monde, hein, parce que tout ça, ça sert à transporter des matériaux. Bon, pour la petite histoire, il faut quand même dire à quoi ça sert. Hein. Bon, l'huile de baleine à s'éclairer, c'est tout bête, hein, et le guano à fertiliser les champs. C'est tout, c'était mon bonus. Voilà. Mais même si le guano n'est pas dans le livre en tant que tel, on peut aussi mentionner le fait que la baleine, c'est aussi important pour l'histoire du corset. Et que le dernier navire à vapeur, à voile, qui a jamais fonctionné sur les côtes de l'Amérique du Sud, c'était précisément un navire qui transportait du guano. Merci Sylvain. Alors, de rien, Pierre. Donc, juste un dernier élément avant de vous céder la parole, parce que je suis sûr que vous avez beaucoup de remarques et peut-être de propositions même à nous formuler pour ceux qui ont déjà feuilleté la table des matières. Il y a une quatrième partie. Cette quatrième partie porte sur les grandes régions du monde, et c'était pour nous très important de pouvoir, alors maintenant l'expression est fameuse depuis 2000, depuis l'an 2000, provincialiser l'Europe. C'est-à-dire qu'on parlait de cette vision européocentrée de l'histoire du monde. Évidemment, l'un des instruments pour nous le plus pertinent pour décentrer le regard, c'était de façon très arbitraire, a priori, de découper le monde en 10 grandes régions qui correspondent aux aires culturelles que nous connaissons tous et qui, évidemment, qu'il faut soumettre à l'examen critique. Ces aires culturelles ne sont pas forcément cohérentes, naturellement, et c'est l'objet de l'ouvrage de démontrer aussi leur hétérogénéité interne. Et donc, on a confié à un certain nombre d'historiens le soin de raconter l'histoire du monde du point de vue de l'Afrique subsaharienne, du point de vue de l'Asie orientale, du point de vue de l'Amérique latine, du point de vue de l'Europe, qui est une province du monde comme les autres également, dans cet ouvrage, et avec des résultats très surprenants. Parce qu'on se rend compte qu'il existe de nombreuses dynamiques qui ne correspondent pas à ce qu'on appelle la mondialisation européenne ou occidentale. Par exemple, on apprend dans le chapitre sur l'Asie du Sud, rédigé par Claude Markowitz, on parle de la révolution industrielle au XIXe siècle. Dans le sous-continent indien, c'est tout l'inverse. Il s'agit d'une grande région qui, au XIXe siècle, se désindustrialise. L'Inde, c'est la plus grande économie du monde en 1800 avec la Chine. C'est plus de 50% du PIB mondial. À partir de 1800, il y a de moins en moins d'industries, notamment textiles en Inde, de plus en plus de paysans. Et de la même façon, il nous montre que, en Inde, il y a tout au long du XIXe siècle une forme de cristallisation identitaire qui est notamment encouragée par les autorités britanniques, et avec un repli notamment sur les identités religieuses, les identités communautaires, un nouveau face-à-face entre la majorité hindoue et la majorité musulmane, qui n'avait pas pris cette configuration avant le XIXe siècle. Voilà, donc des dynamiques qui sont extrêmement diverses et qu'on ne peut percevoir qu'au travers
de ces aires culturelles, on peut les dénommer comme cela, qui dévoilent bien la nature multipolaire du changement, parce qu'il s'agit bien de cela, la nature multipolaire du changement au XIXe siècle, c'est-à-dire l'émergence de modernités, mais pas seulement la modernité européenne, des modernités alternatives. Par exemple, c'est dans le royaume de Soto, en Afrique australe, qu'au milieu du XIXe siècle, le roi Mochocho décide d'abolir la peine de mort, alors qu'on pratique la peine de mort dans toutes les nations ultra-civilisées d'Europe. Bon. C'est dans un état du nord-ouest de l'Inde, près de Baroda, qu'une princesse hindoue décide d'instaurer une stricte égalité, elle essaie de le faire, entre les femmes et les hommes. Bon. Toutes ces histoires sont, enfin une partie de ces histoires, est relatée dans l'ouvrage. D'accord. Alors on va passer peut-être à... Vous voyez que je suis... Bon. On va passer peut-être à vos remarques et vos questions, mais on peut continuer à discuter. Oui. En termes de périodisation, est-ce que vous avez fixé des bornes particulières et est-ce qu'à l'intérieur de ces différentes parties, vous identifiez des moments? Alors, merci pour cette question qui est à la fois passionnante, mais pour lesquelles... Bon, il a des éléments de langage, je vais pouvoir répondre. Sylvain Venner. Merci Pierre Sagaravelou. Non, c'est une excellente question, parce qu'en fait le problème c'est que quand on se lance dans une histoire du monde au XIXe siècle, comme l'a dit Pierre, en fait ça existe déjà, parce qu'on a déjà l'habitude de penser le XIXe siècle à un niveau mondial en réalité, et même dans les manuels. Parce que, et ça tient précisément à l'imaginaire qui est lié au numéro. Donc c'était un problème avec lequel il a fallu jongler. Le XIXe siècle, c'est le premier siècle à être désigné par un numéro. Donc, en général, les historiens du XIXe siècle n'ont pas le problème de ceux qu'on appelle les 18e-istes, ou les 17e-istes, ou les 16e-istes, qui sont obligés de construire leur objet en permanence. Leur objet a été construit de façon endogène. Sauf que, si on se place à l'échelle du monde, et c'est ça tout l'intérêt de la démarche, on s'aperçoit qu'évidemment, ça a été placé, ce 19e siècle-là n'a concerné que le monde occidental. Et le premier effort qu'on a dû faire, ça a été de se dire il faut renoncer à tout l'imaginaire que le 19e siècle lui-même nous a cédé autour de cette dénomination de 19e siècle. Tout ce qui relève de la modernité, c'est-à-dire le monde industriel, le monde urbain, la vitesse, la blague, tout ce qui participe de l'imaginaire de la modernité. Et constituer le 19e siècle comme une entité résolument arbitraire. Comme si on découpait dans le temps un siècle comme Patrick Boucheron l'avait fait pour le XVe siècle. Pour essayer de retrouver dans cette plage de temps découpée arbitrairement des dynamiques propres selon les lieux ou selon les objets. Et de cette façon-là, on s'aperçoit que, alors par exemple, puisqu'on parlait du Fès tout à l'heure, que le 19e siècle du Fès, c'est vrai, en fait, il commence au milieu du 18e siècle. Et il s'achève selon les lieux dans les années 1930 ou dans les années 1950, une fois que cette coiffure, sans disparaître, change de signification. Et selon les différents objets, puisque si on prend l'histoire des migrations, par exemple, à ce moment-là, on s'aperçoit que le 19e siècle, il va courir plutôt des alentours de 1830 jusqu'aux alentours de 1920. Si vous prenez le 19e siècle des révolutions, c'est quelque chose qui commence dans les années 1770 et qui s'achève, alors ça c'est beaucoup plus compliqué, peut-être que c'est pas achevé. Donc on peut proposer une chronologie, on le fait d'ailleurs. Notre chronologie commence avec l'indépendance d'Haïti, s'achève avec la révolution chinoise, donc elle court de 1804 jusqu'à 1911, mais c'est parfaitement arbitraire. Le micro arrive. Merci. Monsieur Sangaravelou, vous avez mentionné Junger Osterhammel. Je ne connais que le nom. Alors, quelle est la différence avec le livre que vous venez d'écrire, puisque c'est aussi une histoire mondiale?
oui. Ben, Alors, oui. il y a- Tu veux répondre, Sylvain? Peut-être tu as des éléments là-dessus? oui aussi. Oui. D'accord. Bon, bah vas-y, parce que tu n'as pas beaucoup parlé. On va le laisser. Il y a deux différences majeures. C'est que la première, c'est qu'il l'écrit tout seul alors qu'on l'écrit à 90. Donc c'est plus facile pour lui. Et la seconde, c'est qu'il propose, enfin, c'est parce qu'il y a celui d'Osterhamel, mais il y en a un autre avant qui est celui de Chris Bailey. Et les deux, qui sont tous les deux écrits tout seuls par des spécialistes du fait colonial, proposent en réalité, pour l'un, un récit du 19e siècle, pour l'autre, une tentative d'élucidation du 19e siècle à partir de grandes catégories qui sont des catégories qui nous viennent, qui en France, disons, sont les catégories de l'histoire sociale. L'État, la classe, la ville. Et ce qu'on a proposé, nous, aux auteurs, alors 90 auteurs, c'est compliqué, ils n'en ont pas tenu tous compte de la même façon, mais ce qu'on leur a proposé, nous, c'était de partir plutôt des pratiques des acteurs et d'essayer de ne pas trouver une martingale telle que se dire, entre 1848 et 1860, le monde connaît un grand virage, puisqu'il y a des révolutions en 48 en Europe, puisqu'il y a la guerre de sécession aux États-Unis, puisqu'il y a les révoltes des Taiping en Chine. Tout ça, ça crée une transformation, une rupture qui serait valable à l'échelle du monde. Ça, on n'y croit pas. On pense qu'il faut plutôt partir justement des pratiques et des représentations des acteurs et essayer aussi, ça c'est là encore, ce sont des paris méthodologiques, mais enfin, d'essayer de se méfier de catégories comme par exemple la classe ou la révolution ou la nation, qui sont des catégories utiles pour comprendre le devenir historique, évidemment, mais qui sont des catégories qui ont été produites par l'époque même que nous, on prétend élucider. Et que si on s'accroche trop précisément à ces notions et qu'on les élargit à l'espace du monde sans faire très très attention, en fait, on va courir le risque de faire le contraire de ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire de redoubler la dimension occidentalo-centrée de l'histoire telle qu'elle s'écrit. Alors, la réponse de Sylvain était plutôt convaincante, un peu longue tout de même, mais je vais ajouter deux éléments très brièvement. La différence avec l'ouvrage de Osterhammel, c'est tout simplement que Osterhammel publie son livre en 2009, il l'a achevé en 2008, Bailey 2005, et il se trouve que c'est une décennie historiographique déterminante pour l'histoire globale. Donc il s'agit pour nous d'actualiser évidemment cette historiographie, de prendre en compte tous ces travaux, et notamment les nombreux travaux francophones, qui sont bien souvent éludés par Bailey et Osterhammel, qui s'inscrivent dans une tradition très anglo-saxonne. Et le deuxième dernier élément qui distingue ces trois entreprises, c'est que, évidemment, chez Bailey et Osterhammel, il y a cette synthèse individuelle qui se fonde sur des travaux de seconde main, essentiellement. Chacun de nos auteurs, cette centaine d'auteurs, a mobilisé à la fois des compétences linguistiques la plupart du temps, que ne possèdent pas ces spécialistes d'histoire globale, et puis ont un rapport intime avec l'archive. Et tout l'enjeu pour nous de cette histoire qui se veut plus complète, avec des gains de connaissances, c'est une histoire qui se fonde sur des recherches en archives, aux quatre coins du monde, pour restituer la diversité de ces voix qu'on n'entend pas généralement dans cette histoire globale, qui est un peu désincarnée, surplombante. Voilà, donc c'est quand même une petite distinction également. Je suis entièrement d'accord avec Pierre. J'ajoute que c'est ce qui permet aussi de comprendre que l'histoire globale, l'histoire monde, n'est pas le contraire de l'histoire locale. Puisque, encore une fois, ce détour par l'échelle du monde, il est le fait de chercheurs qui travaillent sur des sources bien précises, dans des lieux bien précis, et qu'il s'agit de sortir de grands mouvements à l'échelle de la planète qui laissent finalement de côté les individus. Donc on a dans le livre aussi énormément d'itinéraires individuels, d'expériences personnelles qui font sens à l'échelle du monde, alors même qu'on parle de nos ancêtres aussi, et de ce qu'ils ont vécu à l'échelle de leur vie. Est-ce que vous retrouvez sur les autres continents que l'Europe, à l'issue de votre travail de recherche, ce regard ethnocentré que posaient les Européens sur les autres continents?
Je pense que tu vas pouvoir répondre. Mais alors pour les petites régions que je connais un petit peu, un tout petit peu, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve, je vous parlais tout à l'heure, du colonialisme Qing, c'est-à-dire des formes de colonialisme promues par les Mandchous. Vous savez, les Mandchous mettent en place un nouveau régime en Chine dynastique. Les Mandchous, c'est 4-5 millions de personnes dans le nord-est de la Chine qui dominent 300-350 millions de Han. Donc déjà, c'est un régime dont la nature coloniale peut être questionnée, et puis qui va s'étendre, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est que nous disposons de plusieurs études très précises de la littérature coloniale, c'est comme ça qu'on pourrait l'appeler, littérature exotique chinoise et mandchoue, sur les marges de l'Empire, notamment sur le Xinjiang, sur la Mongolie, et beaucoup aussi de choses sur Taïwan, donc des savants coloniaux chinois et mandchous qui étudient ces populations des périphéries dans la deuxième moitié du 19e siècle, et on retrouve un certain nombre de clichés, de stéréotypes qu'on connaît bien par ailleurs dans les sciences coloniales européennes, sans que les unes aient influencé les autres. Donc là, il y a véritablement ce qu'on pourrait appeler une homologie structurale entre le regard chinois sur, par exemple, les populations de Taïwan, austronésiennes, les populations originelles, disons, enfin autochtones plutôt, et puis le regard des Français ou des Britanniques sur certaines populations asiatiques ou d'Afrique subsaharienne. Oui, c'est très intéressant cette question des autres colonialismes. On trouve des cas similaires, tout à fait similaires en Afrique. On peut penser par exemple d'abord à la constitution de l'Empire éthiopien, qui se constitue depuis un centre chrétien des hauts plateaux et puis qui effectivement colonise ce qui est aujourd'hui le sud éthiopien. On peut penser au royaume du Bouganda qui de la même façon dans l'Ouganda actuel constitue un royaume en colonisant d'autres sociétés. On peut penser aussi évidemment aux colonies de l'Empire ottoman en Afrique. Bref, il y a toute une série comme ça de processus de colonisation qui manifeste au XIXe siècle une espèce d'internationalisation des outils de l'Empire, c'est-à-dire que des outils de l'Empire et puis du regard que supposent ces formes de colonisation avec des transpositions. On voit très clairement par exemple que l'Éthiopie qui se constitue en empire au XIXe siècle dialogue, emprunte des outils à l'impérialisme européen. Et là, on est là au XIXe siècle dans un processus d'internationalisation des outils de l'impérialisme et de la colonisation qui font exactement penser à ce qu'avait été au XVIIIe siècle, à la fin du XVIIIe siècle, l'internationalisation des outils de la fabrique de la nation. Voilà, et où en fait on avait des gens qui n'hésitaient pas qui étaient, je sais pas, de français ou anglais ou je ne sais quoi, ou belges, etc., qui fabriquaient les outils, description de la langue, invention du folklore, invention des grands récits d'origine, etc., etc. Bon, et puis qui changeaient de pays, et puis qui faisaient la même chose dans un autre, voilà, et sans que ça pose à qui que ce soit de problèmes particuliers. Il y avait une espèce d'international comme ça de la fabrique des outils imaginaires de la nation, ou des outils des communautés imaginées que sont les nations, et on observe ce même genre de phénomène au XIXe siècle. Oui, je vais ajouter que, évidemment, l'Europe n'a pas le monopole de la méconnaissance de l'autre. Mais pour bien comprendre la démarche du livre, c'est malgré tout cette méconnaissance européenne qui nous importe, puisque c'est cette méconnaissance qui est à l'origine d'un certain nombre de travers historiographiques qu'il faut essayer de corriger. On ne va pas, nous, de notre point de vue, corriger des historiographies d'ailleurs. Je pose une autre question. Vous avez dit que le travail historiographique que vous avez mené en commun permettait de remettre en question des notions fondamentales, en particulier des notions comme celle de classe sociale. Et donc une certaine vision européenne de la dynamique historique à travers le temps. La question que je me pose est la suivante. Est-ce que les relations
entre continents, par exemple, telles qu'elles ressortent de vos travaux, confirment des grandes doctrines totalisantes comme le marxisme, par exemple, à propos de l'impérialisme, ou elles infirment, au contraire, ce genre de théorie, de doctrine? C'est un peu une colle. On ne congédie pas des catégories comme celle de classe. On est aussi les héritiers de tout ce... Pour dire les choses différemment. Les historiens français ont été accusés depuis une petite dizaine d'années d'être passés à côté du tournant global de l'historiographie qui se serait manifesté avec éclat aux États-Unis ou dans les universités britanniques. Parce que pendant que naissait cette histoire globale, on se serait, nous, beaucoup focalisé sur tout ce qui était de l'ordre de la déconstruction des catégories, déconstruction du récit, tout ce qu'on a un petit peu stigmatisé comme étant l'histoire en miettes. En fait, ce que je voulais essayer de dire tout à l'heure, c'est que, en réunissant 90 historiens, dont 90 historiens français, il s'agit non seulement de faire, enfin Pierre l'a dit, il s'agit de faire connaître des travaux français sur l'histoire du monde, et peut-être que la spécificité de ces travaux, c'est précisément de tenir compte de ce mouvement de 20 ans ou de 30 ans de déconstruction des catégories. Il ne s'agit pas de dire qu'elles sont obsolètes. Ça existe, la classe, ça fonctionne, la révolution ou l'État. Simplement, on ne peut pas les utiliser avec la même... avec ce qui serait une naïveté, c'est-à-dire la même énergie que ceux qui ont créé ces notions. On ne peut pas parler des classes comme en parlait non seulement Marx, mais aussi Augustin Thierry. Il faut qu'on fasse un peu attention à ça. Mais je vois bien que je n'ai pas répondu à votre question, j'en suis conscient, hein, mais... Même si ça n'est pas une catégorie qui est apparue au XIXe siècle, c'est quand même une catégorie qui a pris un sens particulier au XIXe siècle, celle de race, au risque de paraître très européocentré. Est-ce qu'on a assisté à une diffusion de cette catégorie dans d'autres espaces, notamment dans des empires qui se sont révélés après génocidaires, comme par exemple l'Empire ottoman? Oui, alors peut-être que tu voudras dire quelque chose, François-Xavier. Oui, donc cette notion de race, elle en effet, race qui peut signifier nation, peuple au XVIIIe, c'est une notion qui va se biologiser progressivement en Europe et se circuler un peu aux quatre coins du monde. Et donc j'en parlais tout à l'heure à propos de la société indienne qui va, par exemple, connaître une rigidification et une imperméabilisation par exemple, des castes au cours du XIXe siècle. On pourrait, vous parliez de questions génocidaires, on pourrait évoquer le rôle des missionnaires belges et français au Rwanda qui vont ethniciser une question sociale qui est celle des Hutus et des Tutsis. Donc des Tutsis qui sont plutôt des propriétaires de bétail, tandis que les Hutus sont plutôt des paysans. Et donc on va avoir... disons, le développement d'une littérature qui explique que les Tutsis sont d'origine aristocratique, nilotique, face à des Hutus d'origine bantoue, un peu vulgaire. Et donc cette ethnicisation progressive de ces deux groupes résulte en fait d'un principe politique partagé par l'ensemble des puissances coloniales, qu'elles soient japonaises, françaises, britanniques au XIXe siècle. C'est le fameux diviser pour régner. Les Belges s'appuient sur les Tutsis pour mieux contrôler la majorité Hutu. Au moment des indépendances, il y a évidemment une inversion du rapport de force.
Et puis, ces différents travaux vont être progressivement réactualisés, réinstrumentalisés progressivement. Alors, ça ne donne pas, évidemment, lieu directement, de façon linéaire, au génocide de 94, mais il n'empêche que, voilà, on peut difficilement imaginer ce génocide-là sans le développement d'un corpus doctrinaire de type racialiste, et là, en l'occurrence, raciste, hein, qui prend naissance à la fin du 19e siècle, hein, et qui est importé d'ailleurs. Bon, on pourrait développer comme cela des dizaines d'exemples. Et cette notion de race, elle est même au cœur d'une grande partie des travaux de ce qu'on appelle la nouvelle histoire atlantique, qui fait fond non seulement sur l'histoire de la traite, évidemment, mais ensuite de tout ce qui se passe au moment des indépendances en Amérique du Sud. Il faut penser à la guerre des races, par exemple, au temps de Bolivar. Et ça, c'est quelque chose dont Clément Thibault parle à plusieurs reprises dans le livre. Il faut nous arrêter ici, c'est ça ? Bon. Merci à tous et à bientôt.